Le grand danger pour l'Ukraine aujourd'hui, ça n'est plus seulement Poutine, ni la pluie quotidienne de missiles qui s'abat sur son territoire, ni l'abattoir de Bakhmout, ni même le froid. Non, le grand danger qui menace les Ukrainiens, c'est la lassitude de l'Occident, son soutien essentiel. Lassitude de l'opinion publique qui n'a pas encore fait face à la nouvelle vague d'immigration ni à la montée du prix du diesel. Ça sera pour 2023. Lassitude de ses gouvernants qui, malgré un nouveau train de sanctions, font des déclarations de plus en plus clairement ambiguës. Du côté américain comme du côté français, notamment, on parle successivement de victoire, puis d'impossible victoire, de négociations et avec quelle insistance. Franchement, cette guerre, aujourd'hui, l'Ukraine peut-elle encore la gagner? Quel deadline l'Occident lui a-t-il fixé? Et sur la base de quoi un accord est-il réellement possible? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à tous nos invités ce soir autour de cette table et en duplex. Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes écrivaine et historienne, spécialiste du monde russe, journaliste aussi, à la tête du site d'information Desk Russie. Et vous venez de sortir aux éditions Robert Laffont le livre noir de Vladimir Poutine, co-dirigé et co-rédigé avec l'historien Stéphane Courtois. Natalia Gouzensko-Boudier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints, vous aussi. Alors, vous êtes ukrainienne, une ancienne journaliste d'ailleurs, originaire de Kharkiv, la fameuse ville à l'est de l'Ukraine, très frappée par les combats depuis le début de la guerre, et qui continue de l'être, d'ailleurs, lourdement bombardée ces derniers jours, dernières semaines par les Russes. On voit cette photo très impressionnante d'une montagne de missiles empilés depuis le début de la guerre. Vos parents y vivent toujours, d'ailleurs, à Kharkiv. Et vous, vous êtes aujourd'hui installé en France, où vous dirigez l'association culturelle franco-ukrainienne Amuse. Yves Boyer, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints de Paris, vous aussi. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des questions de sécurité et de l'OTAN notamment. Vous avez dirigé la Fondation pour la recherche stratégique, professeur émérite également de la prestigieuse école polytechnique et membre actif de l'Alphen Group, un réseau international de réflexion stratégique. Et vous avez publié en 2020 La politique de sécurité de la Russie entre continuité et rupture aux éditions Ellipse. Éric Essely, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, une fois encore. Ancien directeur et rédacteur en chef du journal Le Temps, très bon connaisseur également du monde russe. Vous étiez d'ailleurs en Russie une bonne partie de l'automne. Oui. Et enfin, Philippe Val. Bienvenue, Philippe. Bonjour. À nos côtés, chaque semaine, auteur du dictionnaire philosophique, on le rappelle, paru aux éditions L'Observatoire, où il est abondamment question de guerre, mais de paix aussi. Et de guerre, on y vient tout de suite, on y revient évidemment, puisque la dernière grande actualité ces derniers jours, ce sont ces frappes, les attaques de drones suicides ukrainiens sur le territoire russe. Un tabou est brisé, même s'il s'agit de bases militaires et que ces attaques ont fait assez peu de dégâts. C'est la première fois, effectivement, que la Russie est frappée, on peut le dire, en son sein et dans une opération un peu coordonnée, semble-t-il. Yves Boyer, c'est quoi le sens ou l'essence de cette attaque ? D'abord, ça traduit la créativité et le mordant des Ukrainiens en matière de défense et de guerre contre la Russie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens ont utilisé des anciens drones de reconnaissance à longue portée qui avaient été construits du temps de la décennie 1980, etc. Ils les ont transformés en drones tueurs, si je puis dire, et donc ils ont bombardé ces trois bases en Russie, sans beaucoup d'effets, il faut le dire, sur le terrain. Mais ce qui était recherché, à mon avis, ce n'était pas tellement l'effet militaire, c'était surtout le symbole que ça allait donner ou démontrer, notamment au milieu américain, qui sont, pour certains d'entre eux, très enclins à vouloir donner à l'Ukraine des armes à très longue portée, permettant aux Ukrainiens, le cas échéant, de frapper en profondeur la Russie. Donc là, les Ukrainiens disent, voyez, on est capable de frapper à longue portée, les Russes n'ont pas tellement réagi, donc on pourrait continuer, il faut que vous nous donniez ces armes à longue portée. Sauf qu'au Pentagone, on a vraiment une opposition, pour l'instant, à donner ces armes à longue portée aux Ukrainiens. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de ces lance-missiles HIMARS, et ces lance-missiles HIMARS ont été donnés aux Ukrainiens, mais trafiqués par les Américains, de telle sorte que les Ukrainiens ne puissent pas utiliser des missiles à longue portée que pourraient emporter éventuellement ces HIMARS. Donc, est-ce que c'est un coup pour rien? Est-ce que ça va préluder
à l'octroi par les États-Unis de missiles à longue portée, la question ou les questions restent ouvertes. Parce que jusqu'à présent, la doxa, c'était justement, de la part des pays de l'OTAN et des États-Unis en premier lieu, c'était pas d'armes qui puissent toucher le territoire russe. Eric Hössli, est-ce que là, il y a à craindre d'avoir franchi une ligne rouge? Est-ce que, justement, la Russie ou même les États-Unis pourraient sanctionner quelque part l'Ukraine pour ces agissements? Bon, d'une part, je dirais, il faut aussi rester réaliste dans un conflit de ce type-là. Il y a évidemment cette asymétrie complète entre une Ukraine qui est frappée sur l'ensemble de son territoire et la Russie qui, quelque part, justement, prétend une sorte politiquement à une impunité sur le sien. Il y a eu usage d'armes par les Ukrainiens sur les régions frontières déjà depuis quelque temps, mais effectivement la nouveauté c'est la longue distance, le type d'armes et la longue distance, et on est dans une sorte de, disons, de jeu, si je peux dire, d'escalade qui se produit, puisqu'on voit aussi que dans le discours, en tout cas, des Russes, les bombardements massifs sur les infrastructures qui ont commencé au début octobre sont aussi chaque fois, finalement, une sorte de réponse à un élément qui apparaît comme un élément d'escalade de la part des Ukrainiens. Donc il y a une sorte de jeu de répondant qui se produit. Effectivement, les effets militaires des dernières offensives ukrainiennes sur les bases russes, les bases militaires russes sont relativement faibles. L'effet psychologique, et je pense, c'est effectivement plus important. Mais il faut aussi, si on se met du côté de la situation interne en Russie, elle est aussi un peu à double tranchant. Parce que finalement, l'argument central du pouvoir russe durant tous les premiers mois, ça a été de dire à sa population, on va faire une guerre, mais vous vous en apercevrez quasiment pas. Depuis la mobilisation, évidemment, c'est déjà tout à fait autre chose. Dès l'instant aussi où le pays apparaît comme frappé sur des points symboliques, que ce soit des éléments à l'intérieur de son territoire, où on l'a vu sur le pont de Crimée, qui est un élément extrêmement symbolique, à l'intérieur, on a une réaction à la fois un peu d'effroi, mais aussi le pays est vraiment en guerre. Donc on est de quelque chose là cette montée à quelque chose aussi un petit peu d'inquiétant, et ces effets sont assez imprévisibles sur la manière dont finalement les uns et les autres vont réagir. Et effectivement, on a vu les États-Unis plusieurs fois réagir à ces initiatives ukrainiennes, notamment sur le pont du Crimée. Il y a eu des commentaires assez clairs dans le New York Times là-dessus, en disant ça, il ne faut pas toucher. Voilà. Comme dans toute guerre, il y a quand même des choses entre belligérants dont on discute et dont on sait qu'il faut être un peu prudent. Mais inquiétant, justement, c'est le langage finalement que les Russes doivent entendre. Galia Kerman, est-ce que ça peut avoir des effets constructifs finalement, que les Russes prennent conscience que cette guerre, ça les concerne aussi? Je voudrais d'abord réagir sur ces frappes de drones sur le territoire russe, très exactement sur les bases militaires russes. Donc en 24 heures, il y a eu 3 frappes. Les deux premières ont été très loin des frontières ukrainiennes, près de Saratov et près de Ryazan. La troisième frappe, c'était à quelques 200 kilomètres, par exemple de Kharkiv, donc la région de Koursk. À chaque fois, c'était clairement des objectifs militaires. L'aérodrome qui abritait plusieurs dizaines, voire de centaines de bombardiers stratégiques, et dans les 2 autres cas, c'était des dépôts de carburant. C'est-à-dire qu'à la différence de la Russie qui frappe des infrastructures qui concernent les civils, comme les centrales électriques et les autres installations donc du réseau électrique, là, ce sont des objectifs militaires. Je pense que les États-Unis peuvent bien sûr dire simplement pour ne pas rentrer dans l'escalade que oui, il ne faut pas, etc. Mais les États-Unis n'ont rien à faire avec ces frappes. Il faut rappeler une fois de plus que l'Ukraine est un pays très hautement industrialisé. Ça fait partie intégrante du complexe militaro-industriel soviétique. Et donc, à part les armes nucléaires que l'Ukraine a cédées contre les garanties à sa sécurité, on voit maintenant comment ces garanties
ont été totalement bafoués. Les autres éléments du complexe militaro-industriel, ils sont restés, ils ont été développés, et donc c'est la décision souveraine de l'Ukraine. Je ne pense pas que ça puisse provoquer un arrêt d'aide militaire ou la diminution d'aide militaire, tout simplement parce que on est allé déjà trop loin dans la défense de l'Ukraine. Maintenant, céder, ça veut dire que tous ces efforts ont été vains. Donc je pense que, à part quelques menaces ou remarques, etc., ça n'ira pas plus loin. Et d'un autre côté, on pense maintenant, qu'est-ce que la Russie peut répondre? Je dirais juste que la Russie a tenté de minimiser ses frappes. Par exemple, au sujet des 2 premières frappes qui ont causé la mort de quelques militaires et des dégâts plus ou moins importants, il a été dit que les 2 drones auraient été abattus au-dessus des bases militaires russes et que ce sont des débris qui ont légèrement éraflé le corps de 2 avions bombardiers. Donc, vous voyez, la Russie ne veut pas elle-même l'escalade parce que, alors, il faut reconnaître que les installations militaires russes sont parfaitement vulnérables. D'ailleurs, j'ai vu même dans les réactions du genre les avions bombardiers stratégiques russes totalement vulnérables ont été touchés. Donc, vous voyez, on se pose en position de victime alors qu'on est agresseur. D'ailleurs, je parle sous votre gouverne, mais les Ukrainiens ont pris soin de prendre des drones d'origine soviétique. Hein. Ce n'est pas du matériel occidental pur qu'ils ont utilisé. Et on est effectivement dans l'ordre du symbole aujourd'hui, mais d'un symbole assez fort. Comment c'est perçu ça? Comment c'est vécu par les Ukrainiens eux-mêmes? Justement, c'est très symbolique pour les Ukrainiens parce que je pense qu'il y avait cette idée qu'en hiver, l'armée ukrainienne va s'arrêter, donc parce qu'il fait trop froid, mais ce n'est pas du tout ce que l'armée ukrainienne a envie de faire et surtout le peuple ukrainien soutient l'armée dans toutes ses actions. Et donc ça veut dire que, regardez, on ne s'arrête pas et donc cet hiver, ça va être chaud pour vous, les Russes. Donc, je dois vous dire que comme l'humour fait partie des commentaires que les Ukrainiens donnent en fait à toute cette situation, ils disent déjà, il y avait des sondages, alors les prochaines attaques en Russie, ça va être quoi? On va aller jusqu'à Moscou. Donc bien sûr que tout ça montre que les Ukrainiens, en fait, ont envie de continuer au moins jusqu'à printemps prochain pour se protéger, mais aussi pour montrer à la Russie qu'on ne veut pas négocier. Parce qu'on est assez fort et on sait qu'on va enchaîner des victoires. Regardez, donc pour l'instant, on n'a pas envie de négocier. En tout cas, c'est ce que les Ukrainiens pensent. Il fallait quand même aussi montrer qu'on réagissait aussi parce que, on l'a dit, Galia Ackerman l'a rappelé, hein, c'est des centaines de missiles qui sont envoyés depuis des semaines sur l'Ukraine, évidemment qui sont sans commune mesure avec les dégâts réalisés par justement ces attaques de drones sur les bases militaires russes dont on vient de parler. Et justement, après des frappes sur le territoire russe, donc la Russie a répondu, si on peut dire. Donc il y avait à peu près 70 missiles qui ont été envoyés vers le territoire ukrainien. Et donc la perception encore une fois, je dis des Ukrainiens, c'est que aujourd'hui c'était que 70 missiles. Avant c'était plus que ça. Donc ça veut dire qu'il y a ce courage et bravoure en fait qu'on voit dans la perception de tout ce qui se passe. Après, ça ne veut pas dire que la vie est facile, qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de mort, tout ça, ça existe. Mais je pense que comme déjà les Ukrainiens habitent on peut dire, dans la situation de guerre, au moins depuis le 24 février, même plusieurs Ukrainiens pensent que c'est depuis 2014 qu'on est en guerre. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus peur.
Donc même si on sait que tout ça, tout ce qui se passe, ça, bien sûr que ça crée des difficultés pour tout le monde en Ukraine, mais en fait, c'est ce que les Ukrainiens répètent sans cesse, c'est qu'on n'a plus peur. Ils pensent qu'ils vont nous faire peur, mais on n'a pas peur. En fait, tout ce qu'on a par rapport à tout ce que les Russes font, c'est plutôt la haine et même le mépris. Est-ce qu'il n'y a pas un message, Philippe, aussi aux opinions occidentales et aux Occidentaux tout court? Parce qu'on sent quand même, j'en ai parlé en introduction, mais on sent une certaine lassitude, des messages très contradictoires aussi de la part des gouvernants, Emmanuel Macron le premier, concernant l'aide, le soutien à l'Ukraine. Dans ces frappes, il y a plusieurs messages, de plus ou moins subtils, je pense. Par exemple, les Ukrainiens ont visé des cibles essentiellement militaires, comme on l'a dit tout à l'heure, contrairement aux Russes qui n'arrêtent pas de bombarder les civils. Là, c'est vraiment très militaire, précisément. C'est loin, c'est des drones suicides. Il y a un petit message là aussi, hein, parce que c'est à l'occasion de cette guerre qu'on entend pour la première fois cette expression « drone suicide ». C'est-à-dire que c'est la première fois que l'attaquant ne meurt pas pendant l'attaque, puisque c'est une machine. Donc les Ukrainiens ont inventé le suicide où le suicidé ne meurt pas. Et c'est pas mal ce truc-là, c'est plutôt assez rigolo. Mais le fait que des drones suicides ont parcouru jusqu'à 600 km dans le ciel russe, vers des bases, parce qu'elles n'ont pas été choisies au hasard, ces bases. C'est des bases d'où partent des attaques contre les infrastructures ukrainiennes. C'est pour ça aussi qu'elles ont été visées par les Ukrainiens. C'est à partir de là qu'ils bombardent des centrales électriques, etc. Donc, 600 km dans le ciel russe sans être interceptés, ça dit un petit quelque chose sur la défense antiaérienne russe, parce que ça fait quand même beaucoup de chemin. Et quand on regarde sur la carte, on peut aller jusqu'à Moscou aussi comme ça, vous voyez. Et pour en revenir au froid, parce que c'est très important, on a parlé du froid pendant 3 mois, toute la fin de l'été et l'automne, on s'est dit ça va changer. Or, ça ne va pas changer pour les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les Norvégiens, les Canadiens ont fourni des équipements de grand froid extrêmement modernes. On peut passer des nuits par -30 sans que le froid ne traverse ces vêtements. Donc les Ukrainiens vont tenir. Maintenant, pour répondre à votre question, les Russes n'ont pas ces équipements-là. Pour répondre à votre question sur la lassitude, c'est un problème politique. Ça dépendra de ce que nos gouvernants eux-mêmes vont pouvoir dire à nos populations, qui sont des populations d'enfants gâtés. On voit bien que 2 heures de coupure de courant en France, ça fout la France sur le capot en disant qu'est-ce que c'est que cette tragédie? 2 heures de coupure, c'est rien. Vous voyez, c'est rien, c'est même pas le temps de décongeler un frigo. Donc, il va falloir expliquer à ces populations que notre participation à l'effort de guerre ukrainien, il n'est pas très cher payé, puisque c'est 2 heures de coupure de courant, alors qu'eux sont bombardés et vivent dans des appartements par -20. Il va falloir dramatiser le discours politique pour que nos gens, nos populations aient la patience et l'engagement aux côtés de l'Ukraine. Je pense que sur la lassitude, il y a quelque chose de très important qui s'est produit il y a ces dernières 24 heures. C'est l'élection en Géorgie je ne me souviens plus de son nom, Raphaël Warnock, qui est donc un démocrate. Les Américains vont avoir la majorité au Sénat. Ils vont pouvoir accomplir ce qu'ils veulent accomplir avec l'Ukraine. Cette élection de Géorgie aux États-Unis va avoir une grande importance sur la continuité de l'aide à l'Ukraine dans les 2 années qui viennent, la fin du mandat de Joe Biden, qui lui entretient quand même la passion pour l'Ukraine dans sa population. Voilà, le discours politique va être très très important et décisif, et je pense que les gens sont capables de l'entendre. Alors, il y a les opinions publiques, mais il y a aussi les gouvernants, hein. J'ai cité Emmanuel Macron qui a fait qui manie le chaud et le froid depuis un certain temps. Joe Biden aussi, évidemment les États-Unis sont l'allié essentiel de l'Ukraine en termes de fonds, en termes d'appui militaire et politique, qui parle de victoire, puis plus de victoire impossible, etc. Est-ce que justement le soutien de la part des gouvernants pour l'Ukraine est aujourd'hui aussi clair que ça? Et vous voyez. Vous avez fait allusion aux propos d'Emmanuel Macron sur la nécessité ultérieurement de faire
d'inclure évidemment la Russie dans l'ordre de sécurité européen qui pourrait arriver après la guerre en Ukraine. Et je pense que le président Macron, de ce point de vue-là, est assez constant dans son discours. Je pense qu'il est rejoint par un certain nombre d'Européens qui pensent que oui, il faudra associer la Russie à un moment donné à cet ordre de sécurité qu'il faudra bien reconstruire. Mais Emmanuel Macron est allé très loin. Il a dit qu'il fallait donner des garanties à la Russie. Il pose à un moment où, ici et là, il y a quand même des velléités de pousser les Ukrainiens à négocier. Je pense au chef d'état-major, au président du comité des chefs d'état-major américain, le général Miley, qui dit c'est le moment de négocier. C'est le moment de négocier parce que la situation des Ukrainiens n'est pas nécessairement aussi favorable qu'on veut bien l'admettre ici et là. Et les Ukrainiens ont fait preuve de mordant, de beaucoup de courage, d'imagination. Il a même été beaucoup plus clair que ça. Il a dit il n'y aura pas de victoire, il pourrait ne pas y avoir de victoire militaire. La situation militaire aujourd'hui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien le décrire. Et notamment, du côté des Russes, on a appris un certain nombre de leçons. On est en train de créer des systèmes défensifs et on est en train surtout de grignoter l'armée ukrainienne du côté de Bakhmout. Et l'ancien commandant en chef des forces armées de l'OTAN, le général Veselkark, a dit « Bakhmout, c'est meat grinder ». On attire les Ukrainiens. Et là, malheureusement, pour les soldats ukrainiens qui se battent avec beaucoup de courage, il y a l'artillerie russe qui n'arrête pas de tirer. Et les Russes tirent en moyenne par semaine 10 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Et donc, il y a une espèce de bataille d'attrition qui est en cours. Et les meilleures unités ukrainiennes, malheureusement, se font décimer du côté de Bakhmout. Donc, du côté de Kiev, on envoie ces missiles qui ne font pas beaucoup de dégâts sur les bases aériennes. On espère que du côté américain, ça va renforcer le camp de ceux qui voudraient donner des armes à longue portée aux Ukrainiens pour modifier les conditions de combat. Et en dernier lieu, et je m'arrêterai là, les Russes appliquent la doctrine américaine du colonel Warden. Vous avez un adversaire, il faut casser ses centres de gravité. Et ces centres de gravité, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est l'acheminement de l'eau. Donc vous cassez ça chez votre adversaire et vous le forcez à la négociation. Donc ce n'est pas une idée russe, c'est une idée américaine qui est mise en application par les Russes, à la façon russe, c'est-à-dire sans beaucoup de détails, je vous l'accorde. Oui, mais la question aujourd'hui, effectivement, c'est est-ce que l'Ukraine est en mesure de gagner encore cette guerre et est-ce que ses alliés le croient, Eric Hössli ? Les Ukrainiens, visiblement en tout cas, une bonne partie de l'élite et des dirigeants ukrainiens continuent à le penser, visiblement, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Natalia, on voit dans le discours ukrainien une volonté de poursuivre, voire même d'aller jusqu'en Crimée et de reprendre cette partie également du territoire. Ce qu'on voit de l'autre côté dans les déclarations russes, c'est que cette conviction est tout aussi forte. Et effectivement, on reviendra un petit peu tout à l'heure peut-être sur la lassitude des opinions. Ce qu'il faut peut-être avoir quand même en tête, c'est que cette guerre va se décider sur le terrain, militairement. Donc c'est bien de s'intéresser aux opinions publiques occidentales qui sont, il faut quand même le dire aussi, dans une sorte de baigne, dans une sympathie pour l'Ukraine tout à fait légitime, mais qui peut aussi être aveuglante. Qui peut être aussi, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, il y a des tas de choses qu'on ne nous dit pas, il y a des tas de choses effectivement qu'on ne comprend pas, et il faut être très très prudent. La situation militaire, effectivement, aujourd'hui, elle est difficile à prévoir. Je crois que, comme le disait Val, on a une situation, c'est pas forcément un arrêt pendant l'hiver. On a vu que cette idée d'une pause pendant des mois n'est pas absolument le seul scénario possible. On voit qu'en tout cas les Ukrainiens continuent à essayer de profiter de leur avantage numérique pour avancer. On voit également de l'autre côté, du côté russe, que la stratégie de retrait sur une ligne de défense un peu moins longue et un petit peu plus facile à défendre derrière le fleuve porte ses fruits. On voit que les changements effectivement de conduite stratégique portent également des fruits. Et on voit qu'effectivement la stratégie à Bakhmout, c'est une stratégie qui a été carrément explicitée par les Russes en disant voilà, l'idée c'est pas prendre Bakhmout dans la semaine qui vient. L'idée c'est de fixer les troupes ukrainiennes. Et j'entendais ce matin encore un médecin français
qui est à Bakhmout, qui est du côté ukrainien, et qui disait voilà, on est effectivement à des pertes quotidiennes de l'ordre. Il parlait lui uniquement des blessés, 250 blessés, donc on est à 350, 400, on va dire, hommes hors de combat par jour. Du côté ukrainien. Du côté ukrainien. Et effectivement, c'est du fait de l'artillerie. Donc, ce qu'on doit retenir de ça, c'est pas que la Russie décrit Evgeny Prigojine quand il parle de Bakhmout. C'est pas des déclaratifs. Voilà, c'est une stratégie. Mais disons, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a une situation qui est, pour l'instant, encore intermédiaire. Les Russes sont en train d'amener leurs forces. Il s'agira de savoir ensuite dans quelle mesure elles sont aptes au combat, où ils vont les placer, derrière les forces défensives, derrière les lignes qu'ils sont en train de construire ou pas. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais disons, grosso modo, on va dire l'optimum russe, c'est pour une contre-offensive, c'est la fin janvier ou quelque chose comme ça. C'est pas immédiate, ils doivent boucher les trous, voilà. Mais ils sont dans une position et ils sont convaincus, je peux vous le dire quand vous parlez avec les différents acteurs, ils sont convaincus que c'est possible, que la contre-offensive va venir et que l'usure est à leur faveur. Que précisément les Ukrainiens, pour toutes sortes de raisons, logistiques, l'acheminement des munitions, on voit déjà maintenant que sur les munitions de l'OTAN, c'est un petit peu plus difficile. On voit effectivement que le soutien politique est un petit peu plus léger. Mais j'aimerais revenir sur le dernier point peut-être, parce qu'il y a un point qui me paraît important quand même quand on parle de cette lassitude. Je pense qu'il faut distinguer, on va dire, la lassitude. On va avoir l'occasion d'y revenir. Oui, peut-être un point juste là-dessus, c'est qui est important. Moi, je ne sens pas du tout, dans l'opinion publique, en tout cas de mon pays, mais je pense qu'on peut l'élargir facilement à l'Union européenne, une sorte de fatigue envers les victimes, envers les Ukrainiens. Je pense que la compréhension des souffrances des Ukrainiens, accentuée encore par les bombardements, etc., elle est absolument admise. On peut avoir effectivement des irritations, etc., mais moi je ne trouve pas du tout que le soutien est ébranlé. En revanche, on va dire du point de vue politique, et sur l'idée que est-ce qu'on peut régler ce conflit autrement que par une négociation, là le doute s'installe. Là le doute s'installe et il est légitime. Il est légitime parce que est-ce que cette guerre peut s'arrêter autrement que par une discussion ? La question Toutes les guerres s'arrêtent par une discussion. Forcément. Et la Suisse, elle refuse toujours de livrer des munitions ou d'autoriser l'Allemagne à livrer des munitions. Mais on voit par exemple que au nom de la très neutralité. intéressante en Suisse que tout d'un coup, un sondage d'opinion a montré que la population, visiblement très surprenante, y compris pour les auteurs de ce sondage, est de manière écrasante en faveur de sa neutralité, du maintien de sa neutralité, et ne suit pas tout à fait le gouvernement sur la politique qu'il a choisie. Donc là, on voit effectivement politiquement des choses un petit peu différentes de ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on va continuer sur l'état de la guerre en Ukraine, et du terrain et aussi des opinions publiques en Occident dans quelques instants. Le point de retour, la lassitude face à la guerre en Ukraine s'installe en Occident. Avec quelles conséquences? On continue d'en parler. Et on était donc sur le point de situation. Que se passe-t-il en Ukraine sur le terrain qui va décider, selon nos interlocuteurs? Galia Ackerman, on a beaucoup parlé justement de l'impréparation de l'armée russe, de cet état de déliquescence, de ces hommes qu'on envoyait à l'abattoir, comme ça. Est-ce que ça, c'est en train de tourner? Est-ce que l'armée russe, justement, aujourd'hui, est en train de se ressaisir ou pas du tout? Surovikin, le général Surovikin, qui commande maintenant le front en Ukraine, donc il est le chef de toute cette soi-disant opération militaire spéciale, est un homme probablement plus expérimenté ou plus résolu que ses prédécesseurs. Il a déjà fait des exploits, entre guillemets, en Syrie notamment, parce qu'il s'appuie essentiellement sur les bombardements pour faire plier la population civile et ensuite avancer. Et c'est en Syrie, je remarque que ce n'est pas les troupes russes qui ont avancé, c'était les troupes iraniennes et syriennes fidèles au régime. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer en Ukraine avec Surovikin, un tournant décisif? Je ne pense pas. Il y a aussi plusieurs armées, en fait, en Ukraine, et ces armées ne sont pas tout à fait coordonnées les unes avec les autres. Donc l'armée russe classique dont est responsable le ministre de la Défense, M. Shoigu, et chef de l'état-major, M. Gerasimov, se trouve en difficulté parce que accepter 300 000 nouveaux venus, les former, les rendre aptes au combat, c'est extrêmement difficile. Il faut beaucoup de cadres pour ça, pour les encadrer. Et donc,
il est possible que beaucoup parmi ces gens mobilisés vont tout simplement laisser leur vie sur les champs de bataille. Et c'est pour ça qu'on parle déjà d'une possibilité d'une nouvelle vague de mobilisation. Et il y a même des rumeurs que ça puisse être, sinon la mobilisation totale, mais quelque chose qui s'en approche. Et donc, ça va encore augmenter le mécontentement de la société russe. Il y a eu aussi des tentatives de discréditer, par exemple, M. Prigojine, avec des rumeurs de ce qui s'est passé avec lui pendant qu'il purgeait sa peine. Et je rappelle que c'est quand même un criminel qui a passé 9 ans en prison dans les camps. C'est le chef de la milice Wagner, hein, juste pour rappeler. Voilà, la milice Wagner. Donc, maintenant, je pense que les frappes de drones sur les aérodromes militaires en profondeur du territoire européen de la Russie peut également un peu compromettre l'autorité dont jouit Surovikin, parce que même s'il n'est pas responsable de la sécurité de ces aérodromes, c'est quand même de là que partent les avions, les bombardiers qui envoient les missiles sur l'Ukraine, etc. Et donc, c'est une grosse faille dans la chaîne de commandement que ces aérodromes n'ont pas été protégés. Il y a aussi quand même une lassitude, là c'est une lassitude réelle de l'opinion publique russe à cause de cette guerre qui, pour l'instant, 9 mois plus tard, n'est pas victorieuse. Les sondages récents montrent que le soutien à Poutine est toujours élevé dans l'absolu en tant que chef d'État, mais que 25% seulement des Russes souhaitent la prolongation de cette guerre, alors que plus de 50% souhaitent des négociations. Donc, il faut plutôt parler d'une certaine lassitude de la société russe qui se sent rejetée dans son ensemble, non seulement ceux qui sont pour la guerre, mais même ceux qui sont contre la guerre, qui ont émigré par exemple. Ils voient que, en tant que Russes, ils ne sont pas accueillis à bras ouverts. Et donc, tout ça, c'est non seulement la vie moins confortable que dans le passé à cause des sanctions, mais aussi le sentiment, je dirais, d'humiliation qui commence à se répandre dans la société russe. Humiliation parmi les patriotes parce qu'ils ne gagnent pas, humiliation parmi ceux qui sont contre la guerre parce qu'ils se sentent incompris. Bref, nous sommes devant un conflit, pour l'instant encore assez latent, mais qui peut se développer au sein même de la société russe. Alors, vous citiez un sondage, on va préciser pour nos spectateurs que c'est un sondage qui a été réalisé par le Kremlin et qui a fuité, volontairement ou pas, dans les médias occidentaux, et justement qui montre effectivement que l'opinion russe est favorable à des négociations. Alors, la question, on la traitera dans un deuxième temps, mais c'est de savoir ce qu'on y met dans ces négociations. Mais avant, j'aimerais justement de savoir l'état de l'opinion ukrainienne, parce qu'on entend beaucoup, effectivement, les Ukrainiens dire, voilà, nous, on résistera, mais jusqu'à quel point une population qui est mitraillée par le ciel quotidiennement, qui vit des coupures d'électricité tout le temps. Effectivement, il ne s'agit pas des blackouts qu'on nous prédit en France ou en Suisse éventuels. Comment est-ce qu'elle peut résister comme ça des semaines, des mois encore ? Je pense qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, pour les Ukrainiens, c'est très clair que si on ne gagne pas, aujourd'hui ou dans 2 ans ou dans 10 ans, la Russie va revenir et il va reprendre en fait la totalité de l'Ukraine. Donc, les Ukrainiens ont peur de disparaître comme une nation indépendante. Et déjà, dans notre histoire de relations avec la Russie, il y avait plusieurs
exemple, quand les Ukrainiens ont souffert vraiment des attitudes très graves comme l'Holodomor, par exemple, la famine artificielle, ou plusieurs, sous Staline, ou plusieurs choses, quand des Ukrainiens, par exemple, de l'Ouest, ont été envoyés en Sibérie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait... Donc, nous, en fait, on considère que tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est, de la part de la Russie, c'est un génocide, parce que nous, on est tués, exterminés, parce qu'on est Ukrainiens. Et donc, comme une nation indépendante, dans les yeux de Poutine, on ne peut pas exister parce que pour lui, il a écrit ça. Nous, on est le seul, donc c'est le même peuple, nous, la Biélorussie et la Russie. Donc, nous, en fait, on n'a pas de choix. Et c'est vrai que j'ai peur et en même temps, je peux dire que je suis très fière de ma nation. C'est qu'on va aller vraiment jusqu'au bout parce qu'il y a une autre chose. Les gens considèrent que si on ne fait pas ça aujourd'hui, ce sont nos grands-enfants qui seront obligés de le faire. Donc, on ne veut pas laisser ça à nos futurs enfants. On veut vraiment gagner maintenant pour en fait, terminer cette situation, arrêter d'être toujours un pays agressé par la Russie. Donc, voilà, nous, c'est comme ça qu'on voit la situation. Philippe? La différence, enfin, il faut rappeler quand même une chose qu'on a beaucoup dite, mais qu'il faut rappeler là maintenant, je pense, c'est que les guerres ne se gagnent pas seulement avec des armes. La raison pour laquelle se battent les Ukrainiens est une raison qui est une arme peut-être l'arme la plus puissante. On l'a bien vu, par exemple, nous les Français, on a vu ça. Notre armée était la première armée d'Europe dans les années 50. Elle a été battue dans le Djebel par des poignées de type avec des fusils. On a perdu la guerre d'Algérie alors qu'on était la première armée d'Europe. La première armée du monde, l'armée américaine, a perdu face aux Vietnamiens. Au Vietnam, quelques combattants vietnamiens, bon, d'accord, armés par la Russie, mais ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre parce qu'il y avait un élan patriotique, il y avait une volonté, alors qu'eux ne défendaient que, enfin, finalement, peut-être une conquête. Enfin, et ça s'est vu encore en Afghanistan, dans les deux cas. L'armée russe qui a été fichue à la porte d'Afghanistan, et ensuite les Américains, on a vu dans quelles conditions. Bon, alors évidemment, les Américains n'étaient pas venus vraiment apporter la guerre, mais enfin, c'était quand même un conflit. Donc la raison pour laquelle on se bat entre en grande partie pour l'issue, donne une idée de l'issue possible. On ne peut pas perdre une guerre quand elle est à plate couture, quand elle est faite par tout un peuple au nom d'une idée patriotique. C'est juste impossible. Les Russes se trompent. Poutine se trompe. Ça n'a jamais marché. On regarde ça dans l'histoire, ça ne marche pas. Depuis l'Empire romain, ça ne marche pas. Même la conquête de la Palestine a mal tourné pour eux parce que la Palestine était rebelle. Et, en l'an 0 de notre ère, pratiquement, à l'époque où le Christ naît. Donc il y a une longue succession de guerres perdues, toujours pour la même raison. Les Ukrainiens ne peuvent que gagner. Yves Boyer. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Mais il y a un grand mais. C'est qu'il y a aussi des dimensions objectives à cette bataille, à cette lutte des Ukrainiens contre les Russes. C'est la dimension de la bataille au sens de la guerre. Et il faut bien voir que les Ukrainiens, une fois de plus, se battent avec patriotisme, se battent courageusement, etc. Mais ils ne tiennent que parce qu'il y a l'aide occidentale, et notamment l'aide américaine. Et on pourrait voir à un moment donné, pour des raisons X et Y, sur lesquelles il serait intéressant de revenir, que le soutien, notamment américain, ne diminue pas, mais se réduise d'une façon assez significative, de telle sorte qu'il se réduise au point où les Ukrainiens ne verraient pas d'autre option qu'une espèce de cessez-le-feu sur la ligne de front. Mais est-ce qu'il est déjà en train de se réduire aujourd'hui, ce soutien, concrètement? Concrètement, il est en train de se réduire pour des raisons objectives de diminution considérable des stocks
d'armes. Ah oui. Et notamment les obus de 155 qui sont destinés aux obusiers donnés par les Américains, notamment, eh bien, ces stocks d'obus de 155 ont diminué considérablement, ce qui fait que les livraisons actuelles des États-Unis aux Ukrainiens en matière d'armes, que ce soit les obus de 155, que ce soit des roquettes pour les HIMARS, eh bien, ont réduit, mais d'une façon substantielle. Non pas par opposition des Américains aux Ukrainiens, mais parce que il y a un moment où les fonds de tiroir, il n'y a plus grand-chose. Donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, pour ces raisons objectives, plus, il faut le dire, les souffrances qui sont infligées à l'armée ukrainienne, qu'en est, je crois, à sa 8e mobilisation, où maintenant on voit des hommes de 50 ans qui sont envoyés au front et qui se font, du côté de Bakhmout en tout cas, qui se font laminer. Donc il y a un moment donné où, sur le terrain, il faut peut-être prendre conscience des réalités et dire pourquoi pas des négociations. Et la négociation est destinée précisément à éviter les craintes que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'ultérieurement, les Russes n'aient pas l'idée de revenir en Ukraine. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, aussi, ils n'ont pas assez d'hommes aussi à envoyer maintenant au front. Ils ont de moins en moins d'hommes, hein. C'est d'hommes formés. Alors on en forme en Grande-Bretagne, on va en former un petit peu en Allemagne, mais pour l'instant on voit beaucoup de conscrits, enfin d'appelés plus exactement, qui ont plutôt 50, 45, 50, 55 ans. Hein. Il y a quand même une fatigue. Il y a une fatigue des Russes, c'est certain, mais il y a une fatigue, il faut le reconnaître. C'est pas, j'allais dire, nier le courage des Ukrainiens, mais il y a une fatigue du côté des Ukrainiens. Juste ce que je veux dire, c'est que vous avez sans doute raison, il y a tous ces facteurs-là. Mais même si ils ne bénéficiaient plus de cette aide-là et que la force ukrainienne diminue au point que les Russes occupent l'Ukraine, ça n'en finirait jamais. Ils auraient toujours une guerre de guérilla, ça n'en finirait jamais. Cette guerre ne finira jamais. Ils ne lâcheront jamais. Mais les Russes ne vont pas envahir l'Ukraine. Déjà, ils ont suffisamment souffert. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a un moment donné, et c'est là où les diplomaties sont en train de travailler, il y a un moment où on dit, on arrête un petit peu, on commence à accélérer les échanges de prisonniers, ce qui est en train de se faire. Hein. Depuis quelques semaines, on voit une succession d'échanges, et c'est très bien, de prisonniers. Donc, on se parle dans la coulisse, et il faut espérer qu'à un moment donné, on commence à définir les conditions d'un éventuel cessez-le-feu. Alors ensuite, il y a des négociations, mais ça, c'est plus complexe. Eric Huessly, les négociations, justement, sur la base de quoi ? Disons, peut-être effectivement sur cette question aussi du constat qu'on peut faire. Il y a dans une guerre comme celle-là, qui nous choque, qui est extraordinairement violente et proche, etc., il y a, je pense, un danger qui nous guette toujours. C'est d'essayer, finalement de ne voir que ce que l'on souhaite plutôt que ce qui est. Et dans cette guerre-là, je pense que ce danger est particulièrement fort parce qu'encore une fois, l'Ukraine nous est également particulièrement proche. Donc, par exemple, moi, je suis aussi tout à fait de l'avis de Val, et je crois qu'on peut le dire sur le terrain, c'est ce qu'on constate, la motivation des combattants ukrainiens est certainement supérieure à celle des combattants russes. Mais on inférait qu'on va avoir une victoire militaire. Je peux vous donner le contre-exemple de la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est fini par une victoire complète, alors que nous avons imaginé en Occident que les vaillants montagnards allaient, grâce à leur combat et leur courage, etc. Ça n'est pas toujours comme ça. L'histoire ne va pas toujours dans cette direction-là. Et il ne faut pas, je pense, confondre effectivement la réalité avec, finalement, encore une fois, nos désirs. Maintenant, je pense qu'une des questions importantes, c'est effectivement de réfléchir un tout petit peu aux éléments qui vont être l'objet de discussions et de négociations. Parce que le sentiment qu'on peut avoir, et que j'ai en tout cas personnellement depuis le début, cette guerre ne peut pas avoir de vrai vainqueur. Où est la victoire pour l'un ou pour l'autre ? Où est la victoire ? Dans un cas comme dans l'autre, si elle est strictement militaire, on va avoir effectivement, comme Natalia l'imaginait, une poursuite. Si les Russes devaient aller plus loin vers l'ouest, on va avoir un État dont le seul programme ukrainien, dont le seul programme sera la revanche. Si les Ukrainiens prennent la Crimée, je peux vous garantir déjà, il n'y a pas besoin d'être un expert après avoir séjourné en Crimée, que bien entendu les Russes n'auront de cesse de reprendre la Crimée. Donc on a en réalité un certain nombre d'éléments qui sont l'objet de réflexion, doivent être l'objet de discussion. Dans ces éléments-là, la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine, évidemment, du fait de ce qui vient de se passer, est un élément central. Mais de quelle Ukraine ? De quel territoire ukrainien on parle ? Alors justement, il y a des questions de frontières, mais même au-delà des questions de frontières, la question des minorités et des sous-minorités. On parle des frappes
On parle à juste titre des frappes qui ont eu lieu tous les jours, effectivement, sur les infrastructures qui, d'ailleurs, effectivement, vous l'avez dit, sont tout à fait comparables à celles que l'OTAN a pratiquées sur Belgrade, je vous signale en passant. C'est exactement ce que l'OTAN a fait sur Belgrade, frapper les centrales électriques. Voilà, on est dans un acte de guerre classique. Mais les frappes inverses ont lieu aussi, sur Donetsk. Les Ukrainiens pilonnent tous les jours Donetsk, ville ukrainienne, dans laquelle tous les jours il y a des civils qui sont tués. Donc on est dans une situation là aussi qui est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Quels vont être les droits des minorités et quels vont être les droits des sous-minorités ? Il y a énormément de questions de ce type-là qui sont centrales pour trouver une paix durable et éviter ce que vous évoquiez, qui est un spectre, c'est l'humiliation, les humiliations. On doit trouver des solutions où ni les uns ni les autres ne sont humiliés, parce que ça, on le sait, c'est le moteur de la guerre suivante. Oui, mais Galia Ackerman, qu'est-ce qu'on peut concéder pour que Vladimir Poutine s'en sorte en ayant l'impression de ne pas être humilié aujourd'hui sans perdre la face et perdre d'autres choses pour l'Ukraine dans ce cas-là? Je pense que tant que Poutine est au pouvoir, il ne va pas accepter de vraies négociations et en fait, il n'y aura pas de paix. Vladimir Poutine s'est personnellement investi dans cette guerre et sa survie politique, voire sa vie, dépendent de sa victoire ou l'absence de la victoire. Il y a déjà probablement une lutte au Kremlin, pour l'instant tout à fait sous le tapis, comme on dit, pour la succession de Vladimir Poutine. En plus, il y a des rumeurs qu'il est souffrant de différentes pathologies. Donc, je pense que quand le président Macron parle d'une sécurité européenne dont la Russie ferait partie, il parle certainement d'un avenir très éloigné et un avenir sans Vladimir Poutine. Ce qui me semble très probable, si l'Ukraine continue à résister comme elle a fait jusque-là, et si en plus elle arrive à acquérir, occuper de nouveaux territoires qui ont déjà été annexés par les Russes, ça peut complètement déstabiliser le régime. Imaginez une minute que les Ukrainiens prennent le Donetsk. Je pense que ce sera une gifle telle que Vladimir Poutine ne s'en relèvera pas. Donc, il me semble qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est sur le champ de bataille. On ne peut pas arrêter les combats maintenant parce que comme ça a déjà été dit, c'est juste reporter la suite du conflit à plus tard et entre-temps donner la possibilité aux Russes de se remplumer un peu. Maintenant, pour la capacité de la résistance des Ukrainiens, je vous rappelle quand même un fait historique. En 1944, l'Ukraine occidentale a été occupée, ou plus exactement réoccupée, parce qu'elle a déjà été occupée une fois en 1940 en vertu du pacte Molotov-Ribbentrop, l'amitié avec l'Allemagne nazie. Donc en 1944, ils ont occupé l'Ukraine occidentale, ils ont installé donc le contrôle par la police politique, il y a eu beaucoup de déportations, de gens qui ont été exécutés, mis en prison, etc. Et il y a eu une résistance. C'est d'ailleurs de là que vient cette haine absolument féroce contre l'Ukraine dite nationaliste, disons mue par le sentiment national, c'est plus correct. Les partisans ont combattu jusqu'à 1956 et ils ont quand même éliminé 30 000 fonctionnaires locaux du parti et du NKVD. C'est un peuple qui, ça a été très justement dit, qui est capable, a une énorme capacité de résistance. Les Russes préparent maintenant déjà des corps. Il est prévu qu'il y aurait un corps spécial de la police qui va occuper les régions annexées, 52 000 hommes, des militaires, des juges, etc. Donc les Russes comptent établir le contrôle sur ces territoires. Il sera établi si jamais il y a un cessez-le-feu. Et ensuite, ces territoires seront aussi difficiles à récupérer que la Crimée parce qu'il y aura des déportations, des remplacements
de population, la rééducation, l'élimination des éléments actifs, etc. Donc, c'est absolument pas souhaitable. D'accord. On va conclure en quelques mots, Yves Boyer, puis après je vous laisserai le mot de la fin. Oui, brièvement, je ne veux pas rouvrir Oui. le débat, mais du côté des certains Ukrainiens de l'Ouest, on s'était engagé dans des divisions SS. Donc voilà. Simplement, régime change à Moscou. Ni Biden, ni d'autres dirigeants occidentaux se sont prononcés pour un régime change. Biden dit « je vais discuter avec Poutine ». Donc pour l'instant, ça ne me paraît pas d'actualité. Dernière chose, j'allais dire, on parle de qu'est-ce qu'on peut donner dans ce traité de paix. Échanger des territoires ou échanger de la sécurité. Il me semble que ce qui est en cause, c'est la sécurité. C'est pas tellement, si on met de côté la Crimée, c'est pas le Donbass, c'est la sécurité telle que la voit la Russie, c'est-à-dire pas de base étrangère en Ukraine, pas d'accession de l'Ukraine à l'OTAN, l'accession éventuelle à l'Union européenne. Donc c'est pas, on négocie du territoire contre la sécurité. Voilà, le mot de la fin pour vous, Natalia, et après on doit conclure impérativement. Moi, je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir ce soutien qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui de la part de nos partenaires et également comprendre que l'Ukraine, tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ça se passe aussi pour montrer au monde, à tout le monde, qu'un dictateur ne peut pas gagner. Donc je pense que si l'Ukraine perd parce qu'elle n'a pas assez d'aide de la part de ses partenaires, je pense que pour nous, ça va signifier en fait que d'autres régimes autoritaires peuvent s'épanouir, que en fait, la situation dans le monde peut changer et après, on ne sait pas de quoi attendre. Donc, pour nous, les Ukrainiens, soutenir l'Ukraine, en fait, ça veut dire que soutenir toutes ces valeurs démocratiques, aussi la situation qu'on a aujourd'hui dans notre monde. Et on espère que ça reste quand même assez précieux pour tout le monde. Ça sera le mot de la fin, le mot d'espoir. On verra ce qui va sortir des prochaines semaines et des prochains mois. En attendant, le point donc sur cette guerre en Ukraine et l'Occident qui semblait pressé, mais apparemment un peu moins, de la voir s'achever. C'est terminé. La semaine prochaine, nous parlerons, ça sera le dernier point de l'année, pot pourri peut-être au sens propre de cette année 2022. Une revue, en tout cas, haute en couleur, à ne surtout pas manquer. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.